Maintenant, je vais présenter notre conférencier de ce soir, Denis Lébihan. Il est donc physicien et radiologue. Il est directeur de l'unité de neuroimagerie anatomo-fonctionnelle, l'UNAF, au commissariat à l'énergie atomique, le CAE, service hospitalier Frédéric Joliot. Il est donc directeur de cette unité depuis 1999. Il est également directeur de l'Institut d'imagerie neurofonctionnelle depuis l'an 2000. Pour ce qui est de son parcours, je mentionnerai quelques dates. Tout d'abord, entre 1987 et 1994, il a été chercheur associé au National Institute of Health à Bethesda aux USA. Entre 1989 et 1996, il a été professeur assistant de radiologie au Georgetown University Hospital à Washington. Et entre 1990 et 1994, il a été responsable de la section Diagnostic Radiology Research au National Institute of Health à Bethesda aux États-Unis. Pour ce qui est de ses spécialités, Denis Lébihan a contribué au développement de nouvelles méthodes d'imagerie permettant notamment l'étude du fonctionnement cérébral. Ses travaux ont consisté à introduire de nouveaux concepts d'imagerie, par exemple en imagerie par résonance magnétique, IRM, et à appliquer ces concepts. Avec ses collaborateurs, il a par exemple été l'un des premiers à suggérer que l'IRM pourrait être utilisé de manière thérapeutique et non simplement de manière diagnostique. Il a ainsi construit un prototype de système d'hyperthermie à visée antitumorale guidée par IRM. Il a également inauguré de nouvelles approches dans le domaine de l'imagerie du cerveau humain et c'est de cela qu'il va nous parler ce soir. Merci. Bonsoir. Déjà, je voulais remercier l'Université de tous les savoirs de me donner l'opportunité de partager avec vous effectivement ce que nous sommes en train de faire pour voir le cerveau penser. Donc peut-être ce qui vous a attiré ce soir ici, c'est cette phrase. Voir le cerveau, peut-être que vous vous doutez qu'on peut faire des images du cerveau, que le cerveau pense, je suppose que vous le savez aussi, mais voir le cerveau penser, c'est peut-être un petit peu mystérieux. Alors, d'abord, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au cerveau et pourquoi est-ce qu'on doit faire des images du cerveau? L'enjeu est bien sûr considérable. Comprendre le cerveau, on est très loin d'y être arrivé, c'est voir comment il est organisé, quel est le code qui préside à son fonctionnement. Les conséquences évidentes sont médicales, chirurgicales, c'est-à-dire pouvoir comprendre des maladies du cerveau qui peut-être ne se voient pas aujourd'hui, les anomalies du fonctionnement du cerveau, ou comme vous le verrez dans les exemples que j'ai choisis, aider le chirurgien à préciser son geste en cas d'intervention. Mais ça va bien au-delà de tout ça. Je pense que de comprendre le cerveau humain, comme j'essaierai de vous le montrer, a une conséquence encore à plus long terme, qui est essayer de voir comment les cerveaux interagissent entre eux, communiquent, comment est-ce qu'on apprend une langue étrangère, comment est-ce qu'on permet à différentes sociétés de s'écouter, de se tolérer. Tout ça va être le résultat des conséquences de nos recherches sur le cerveau. Alors, en gros, le cerveau humain, c'est ça, c'est un organe qui fait un peu plus d'1 kilo. Il y a une différence de poids entre les hommes et les femmes, je passe sur les détails. Et ce cerveau, donc vous voyez, est extrêmement plissé. Je suis breton et je le compare souvent aux côtes bretonnes. Et la raison est la suivante. Dans le cerveau, nous avons la cellule fondamentale qu'on appelle le neurone, et il y a environ 100 000 millions de neurones dans un cerveau standard. Certains plus, certains moins, bien entendu. Et ces neurones sont principalement localisés dans un petit ruban qu'on appelle le cortex, ou la matière grise, qui tapisse ce cerveau. Ce ruban fait 2 à 4 mm d'épaisseur. On trouve encore un petit peu de matière grise au centre du cerveau, mais ces 100 000 millions de neurones sont pour la plupart sur la surface. Donc si on ne veut pas avoir un cerveau énorme, eh bien, il a fallu que le cerveau se plisse. Et on verra tout à l'heure pourquoi c'est important. Ces neurones, ce qui surtout les caractérise, c'est qu'ils vont communiquer entre eux. Chaque neurone a en moyenne 10 000 connexions avec ses congénères. Et ces connexions se font par des sortes de fils, si vous voulez, donc qui partent de ces neurones et qui vont aller se promener pour faire diffuser l'information à d'autres régions du cerveau. Ce sont des fils électriques, en quelque sorte, et ces filaments constituent ce qu'on appelle la matière blanche. Alors ça, c'est ce qu'on dit en général. Ce qu'on oublie de dire souvent,
c'est que sur Terre, il y a 6 milliards de cerveaux. Donc on étudie le cerveau humain, mais bientôt, on étudiera vraiment la façon dont les cerveaux interagissent. Donc certains ont pu dire que le cerveau était la structure la plus complexe de l'univers connu, ce qui est sûrement vrai. Surtout si on imagine le nombre de combinaisons possibles. Chaque cerveau est différent. Je vous rappelle aussi qu'on a découvert récemment l'ensemble du génome humain, c'est-à-dire le nombre de gènes, et là, il faut être très humble, on a trouvé 30 000 gènes, beaucoup moins que ce que l'on croyait avoir. Et 30 000 gènes, c'est un certain nombre, 99% de ces gènes sont communs avec le chimpanzé. Donc, il n'y a pas une grande différence au point de vue des gènes, mais j'ai quand même l'impression que l'homme et le chimpanzé diffèrent par plus qu'1%. Et je crois que la façon dont le cerveau est organisé est certainement une des clés de l'énigme. Alors c'est très compliqué, on est loin d'avoir compris le cerveau, mais il faut quand même garder en tête, si j'ose dire, que les 3/4 de notre cerveau sont faits d'eau. Donc le cerveau, c'est beaucoup d'eau, et on va voir au cours de tout cet exposé que c'est grâce à cette eau qu'on va pouvoir commencer à comprendre le cerveau humain. Alors, le cerveau est organisé en régions. Il a un fonctionnement régional. C'est un petit peu la mode en ce moment dans le pays, mais c'est vrai que c'est comme ça que ça marche. Alors, comment est-ce qu'on sait tout ça? Eh bien, il faut revenir à ce papyrus. Pour ceux qui lisent l'égyptien couramment, vous pouvez reconnaître ici le mot cerveau. Il s'agit d'un papyrus qui date de 3500 ans avant Jésus-Christ et qui décrit, c'est un papyrus qui a dû être écrit par l'ancêtre du neurochirurgien, qui décrit de façon étonnante qu'un guerrier blessé au niveau de la tête avait un trouble du langage. C'est vraiment quelque chose de considérable, c'était pas du tout évident à l'époque que le langage venait du cerveau. Ensuite, on a une période obscure, Moyen-Âge, Renaissance, où on voit déjà l'ancêtre de nos scanners, donc où on essaye d'obtenir les pensées de ce pauvre malheureux, mais en fait aucune découverte majeure n'est faite. Il faut attendre la découverte du chirurgien français Paul Broca, 1863. Ce chirurgien travaillait à l'hôpital de Bicêtre, pas très loin d'ici, et il a eu ce patient, monsieur Leborgne, qui avait comme surnom Temps. Alors ce patient avait ce qu'on appelle aujourd'hui une aphasie, c'est-à-dire qu'il avait un trouble pour parler. Il ne pouvait rien dire, en gros. Comment vous appelez-vous? Temps. Quelle heure est-il? Temps. Voilà, donc c'est tout à fait caricatural. Et M. Broca a attendu patiemment, pas très longtemps, le décès du patient, récupéré son cerveau, et regardez ce qui se passait dans ce cerveau. Et là, c'est une découverte fondamentale. Il s'est aperçu de deux choses. Tout d'abord, que la lésion il y avait une anomalie dans ce cerveau qui était à un endroit bien précis, pas n'importe où dans le cerveau, dans une région qui s'appelle bien sûr aujourd'hui la région de Broca, mais qui est dans ce qu'on appelle le lobe frontal. Donc déjà, pour la première fois, on mettait en évidence qu'une lésion, parce qu'elle était à un endroit donné, était responsable d'un trouble fonctionnel particulier. La deuxième grande découverte, qui a été confirmée parce que M. Broca a eu une dizaine de patients par la suite, c'est que ces lésions du langage, ces lésions entraînant des troubles du langage, étaient toujours situées du côté gauche du cerveau. Jusqu'à cette époque, on pensait que cerveau gauche et cerveau droit, c'était la même chose. Eh bien non, les troubles du langage venaient de lésions qui étaient du côté gauche du cerveau. Et depuis cette découverte, donc, on sait que le cerveau est organisé en régions. C'est ce qu'on va revoir au cours de mon exposé. Donc, il y a une région ici, par exemple, qui est spécialisée dans le calcul, les régions qui servent à voir, des régions qui servent à lire, etc., etc. Donc, le but du jeu, de notre travail, dans une première phase, est d'essayer de faire une cartographie de toutes ces régions cérébrales. Alors, en fait, on a déjà beaucoup appris du fonctionnement du cerveau avant d'avoir des images. C'est tout ce qu'on appelle la période, qui continue bien sûr, de l'étude des patients cérébro-lésés. Donc c'est la suite des travaux de Broca. Vous avez des patients qui ont un trouble fonctionnel, ils ne peuvent plus bouger, ils ne peuvent plus calculer, ils ne peuvent plus parler. Et bien sûr, il faut récupérer le cerveau. Et à partir de ce cerveau, on peut dire que voilà, ce patient ne pouvait plus calculer parce que ici, il manque quelque chose dans ce cerveau. Alors là, c'est une image moderne. On sait que ce patient, il lui manque de la matière grise à cet endroit et que c'est pour ça qu'il ne peut plus calculer. Mais à l'époque, jusqu'aux années 1970, on
on obtenait donc par autopsie le cerveau de ces patients et on pouvait dire donc qu'il y avait une relation entre la lésion et le trouble fonctionnel. Bon, le problème évidemment c'est que il faut récupérer le cerveau. Donc c'est pas toujours facile. Pas toujours possible. Et sur le plan scientifique, c'est que la position des lésions est absolument hors de contrôle. C'est la nature qui décide où sont les lésions. Elles sont souvent toujours au même endroit, alors qu'il y a d'autres endroits intéressants. Et puis, curieusement, il y a des zones qu'on appelle muettes, c'est-à-dire des zones où il peut y avoir une lésion qui n'a apparemment aucun symptôme. D'où la révolution de l'imagerie qui est apparue dans les années 70. C'est-à-dire l'apparition du scanner à rayons X et des imageurs par résonance magnétique. Alors, je ne sais pas si c'est très bien connu, mais le scanner rayons X et l'IRM ont été inventés pratiquement en même temps. Le scanner rayons X a été diffusé plus rapidement, l'IRM plus tard, mais les principes ont été imaginés assez proches l'un de l'autre. Donc, avec l'imagerie, on est capable de faire une dissection virtuelle par l'image. Autrement dit, on n'a plus besoin d'attendre le cerveau du patient, on n'en a plus besoin du tout d'ailleurs. On peut simplement, du vivant du patient, faire des images de son cerveau et montrer où se trouve la lésion. Alors là, donc ce sera très utile aussi aux patients et aux médecins qui le soignent pour savoir où se trouve la lésion. Là, il s'agit à nouveau du cerveau de Monsieur Le Borgne, qui est conservé dans un musée ici, pas loin d'ici, qui a été passé en IRM par Monsieur Cabanis, et on voit effectivement la lésion responsable à l'époque de l'aphasie de Monsieur Le Borgne. Donc vous voyez, l'intérêt de l'imagerie, déjà dans un premier temps, c'est de pouvoir montrer où se trouve la lésion. Alors, pour cela, donc il y a le scanner à rayons X, et puis l'imagerie par résonance magnétique, et toute la suite de mon exposé va porter sur l'imagerie par résonance magnétique. Donc je vous expliquer en très peu de temps et avec très peu de mots de quoi il s'agit. Je suis quasiment certain que certains parmi vous ont déjà eu un examen par résonance magnétique, mais donc j'explique de quoi il s'agit. Voilà à quoi ça ressemble. Donc une machine qui est ici, qui est en fait un aimant extrêmement intense, on verra vers la fin de l'exposé ce que ça veut dire, donc une sorte de tunnel, et pour fabriquer un champ magnétique aussi intense, eh bien, on ne prend pas un aimant de couturière, hein, c'est sûr, on prend quelque chose de beaucoup plus puissant, et pour cela, on va faire circuler un courant dans une bobine, et l'ensemble ici est placé dans l'hélium liquide à moins 269 degrés. Rassurez-vous, au centre, c'est la température de la pièce, sinon les patients auraient un petit peu froid. Donc, on place les patients, ou on verra tout à l'heure des volontaires, hein, des gens qui sont tout à fait bien portants, dans cet aimant. On va les rentrer, et qu'est-ce qui va se passer quand on va les rentrer dans l'aimant? Eh bien, rappelez-vous ce que je vous ai dit, le cerveau c'est fait d'eau, aux 3/4. Eh bien, les molécules d'eau, si vous rappelez vos cours de physique, chimie, oxygène, hydrogène, ben, ces noyaux atomiques de ces atomes vont s'aimanter. Dans le champ magnétique, c'est surtout l'atome d'hydrogène qui nous intéresse. Donc, l'aimantation est extrêmement faible, on ne sent absolument rien, bien entendu, mais dans le champ magnétique de l'aimant, les noyaux d'hydrogène vont devenir un petit peu aimantés. Très bien. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec cette aimantation? Eh bien, ici intervient un autre élément de la machine, qui est un émetteur-récepteur radio, tout à fait ordinaire. Si vous ne le protégez pas, ben vous recevez Europe 1 et France Inter, ça fait très cher le poste de radio. C'est pour ça qu'il y a cette grille ici. Vous voyez, c'est une grille qui empêche les ondes de radio de pénétrer dans la pièce. Et avec ces ondes radio, on va pouvoir modifier l'aimantation de ces noyaux et en retour récupérer le signal. Alors la deuxième révolution, c'est l'informatique. Grâce à l'ordinateur, on va pouvoir, point par point, et déterminer quelle est l'aimantation de ces petits atomes d'hydrogène. Et pour ça, on doit localiser le signal. Et pour ceux qui ont eu un examen IRM, vous savez sans doute qu'il y a beaucoup de bruit. Et je vais vous l'enregistrer. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe quand vous êtes dans la machine. Alors, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à taper avec un marteau. Bon, c'est pas ça. C'est qu'on a besoin de ce bruit, malheureusement. Enfin, on a besoin. On pourrait s'en passer, mais ce bruit est provoqué par le fait qu'on doit commuter en permanence des petits champs magnétiques sur